Alors, comment la démarche des filles essaiment dans le monde agricole? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle séquence. Vous allez voir une séquence qui va être riche de témoignages qui vont se succéder. Tout d'abord, via le vecteur de la formation. Comment LSM va via la formation? Et j'accueille Marion Poussin. Marion Poussin, si vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Vous êtes ingénieur réseau, grande culture, polyculture, élevage du CIFAM de Châteauroux. Je vous invite, on vous applaudit, et je vous invite à vous asseoir. Suivi de Marie Courceau, étudiante en deuxième année de BTS au lycée agricole Naturapolis de Châteauroux. Il n'y avait pas cours, je suppose? Non. Karine Barrière, ingénieure réseau framboise à la Chambre d'agriculture de la Corrèze. Marion, concrètement, comment intervenez-vous dans Phyto? Vous, au quotidien, comment ça se passe? Alors au quotidien, moi j'interviens auprès de BTS dont fait partie Marie, donc c'est les BTS agronomie production végétale. J'interviens dans un module qui s'intitule analyser un système de culture pour proposer des modifications avec un objectif de diminution des phytos, donc un objectif de durabilité. Et donc j'interviens sur des séances qui sont préparées en amont avec le professeur d'agronomie. Donc on discute ensemble des contenus, de ce qu'il veut proposer à ses étudiants en fonction déjà de son programme. Et par la suite, souvent, moi je fais témoigner un agriculteur qui va leur expliquer sa démarche, pourquoi il est venu dans Défi, quelles étaient ses motivations à intégrer le dispositif. Et par la suite, moi, je vais les faire intervenir sur des cas concrets de reconception via l'outil Mission Ecophyto, dont on peut voir les photos. Donc ça consiste en un plateau avec des cartes et des pions qu'on peut disposer sur le plateau pour visualiser le système. Et du coup, les étudiants travaillent en groupe sur cette reconception-là pour discuter et avoir un système qui correspond aux objectifs de l'agriculteur. Quelle fréquence, quelle durée pour porter ce message? Alors, en moyenne, il y a déjà une première séquence où c'est plutôt de la formation sur ce qu'est Défi, la méthode de travail, la notion de système de culture. Donc ça, c'est une première séance. Ensuite, il peut y avoir un témoignage d'agriculteurs, donc soit en classe, soit sur la ferme directement, où là, les étudiants ont tout loisir de poser des questions sur ses objectifs en termes de système, quels sont les freins qu'il peut rencontrer sur son exploitation, et puis les leviers qu'il a envie de mettre en place, que ce soit en fonction de ses contraintes matérielles ou ses contraintes de vie. Et par la suite, on a au moins 2 séquences de reconception. Je poserai la question tout à l'heure à Marie, mais est-ce que déjà pour vous, avec la vision globale, ça leur parle aux élèves? Alors, dans un premier temps, oui, parce que déjà en BTS, ils ont déjà été sensibilisés, que ce soit par des stages ou lors de travaux sur des fermes. Souvent, c'est des élèves qui sont déjà issus du milieu agricole, donc que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre de stage, ils ont déjà été sensibilisés à la réduction des phytos, puis ne serait-ce aussi que par l'actualité, ils savent très bien qu'ils vont devoir faire des efforts pour en sortir et qu'à terme, il va falloir se passer des produits. Et les profs, ils voient ça d'un bon œil? Alors les profs, ils sont très réceptifs et plutôt dans cette démarche-là aussi, de les amener vers des systèmes qui sont plus résilients et plus économes. Et est-ce que c'est facile de travailler avec un prof dans ce cadre-là? Alors c'est très simple en fait, on travaille très simplement sur de la discussion de préparation de cours, que ce soit en visuel ou par téléphone. Voilà, c'est quelque chose de bien rodé, et puis c'est quelque chose aussi qui est au programme de présenter des filles, qu'il y ait la notion des systèmes de culture d'une part, et aussi de défis d'autre part dans le programme de BTS. Les étudiants, ils ont 18-20 ans, je ne sais pas la tranche d'âge, en fonction des Oui, différents cours. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à la question de la réduction des phytos? Bah oui, comme je vous l'ai dit, voilà, de par des stages ou de par l'actualité. Alors après, des filles, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître un petit peu nébuleux. Ils savent à peu près que c'est sur la réduction des phytos, mais pas forcément comment faire. Et puis qu'est-ce que ça engendre d'être dans un groupe des filles, par exemple. Ça, c'est encore des choses qui ne sont pas forcément
abordées en amont, que ce soit par les professeurs ou dans leur cadre de stage. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours acquis, moi, quand je commence mes interventions. Est-ce que vous sentez une hétérogénéité chez les étudiants? C'est-à-dire certains peut-être plus issus du milieu agricole que d'autres? Est-ce qu'ils ont une perception? Est-ce que certains sont réfractaires? Alors réfractaires, je dirais pas ça. Par contre, il y en a qui ont, voilà, par rapport à leurs histoires de vie, évidemment, des techniques qui font, par exemple, quand on est fils d'agriculteur, qu'on a toujours vu son père travailler d'une façon. C'est vrai que proposer des alternatives sur un outil de reconception, par exemple, ils sont plus ou moins réfractaires, mais jamais bien longtemps en fait, parce que comme ils travaillent en groupe, c'est via la discussion, via les débats entre eux, voilà, ils savent que de toute façon, il y a des solutions qui peuvent être proposées et que c'est pour le mieux. Qu'est-ce qui vous manque pour aller encore plus loin, pour être plus efficace? Alors, ce qui nous manque, je pense que ce serait vraiment avoir des agriculteurs plus disponibles, parce que c'est quand même ce qui leur parle le mieux quand on parle de système de culture, d'avoir des cas concrets, parce que nous, les cas concrets, on les a. Avec les travaux qu'on fait sur Défi, évidemment, on a toutes les données nécessaires pour apporter matière aux étudiants pour travailler, mais avoir le discours de l'agriculteur, que ce soit sur les leviers qu'il veut mettre en place, sur ses observations faites au champ, sur son histoire au sein de son système. Ça, c'est quelque chose qui parle vraiment aux étudiants, et trouver des agriculteurs qui sont disponibles pour venir intervenir en classe ou faire une visite de ferme avec des étudiants, ça, c'est pas toujours évident. Et vous, personnellement, qu'est-ce que cela vous apporte? Alors, moi, dans mon métier d'hier, il est vrai que la plupart du temps, je suis confrontée à un public d'agriculteurs. Donc, il faut prendre du recul un petit peu sur notre travail pour être confronté à un nouveau public, à un public d'étudiants. Donc voilà, ça m'apporte de me poser certaines questions, et aussi par rapport au travail qui est fait de reconception. Moi, je délivre toujours le message des étudiants aux agriculteurs qui ont été supports pour la reconception quand ils ne peuvent pas être là avec les étudiants lors de ces travaux. Et ça peut les amener aussi à eux se poser des questions sur leur système par rapport aux propositions des étudiants qui sont faites. Et ça apporte quelque chose, parce que quand on travaille entre nous au sein du réseau Défi avec nos agriculteurs, et quand il y a quelqu'un d'extérieur qui soit apporte le même discours ou soit un discours différent mais qui va dans le même sens, c'est encore un autre avis, et c'est encore apporté de façon différente, donc ça ne touche pas la personne de la même façon. Vous êtes venu avec Marie, elle fait partie des personnes que vous avez eues dans vos classes? Oui, je l'ai en classe cette année. Bon, alors Marie, justement, je rappelle, vous êtes étudiante en 2e année de BTS au lycée agricole Naturapolis de Châteauroux. Vous avez l'impression que Défi va dans le sens de l'histoire? Ah oui, tout à fait, oui, parce que quand on voit par rapport à la société, ce que demande la société par rapport aux produits phytosanitaires, entre autres la polémique autour du glyphosate, on sait de toute façon qu'on n'a pas le choix et qu'on devra, en agriculture, l'agriculture de demain devra réduire au niveau des produits phytosanitaires, parce que voilà, on a des risques d'interdiction de produits, et même au niveau biologique, les phénomènes de résistance, de toute façon, il faut trouver autre chose que les produits phytosanitaires pour pouvoir, entre autres, se débarrasser, je pense, aux adventices ou à certains problèmes de ravageurs. Vous êtes fille d'agriculteur? Oui. Comment Défi était, ou cette évolution était perçue dans votre famille, ou est perçue dans votre famille? Alors déjà, le réseau Défi était inconnu, et toujours un peu maintenant, que ce soit chez moi ou même autour des fermes alentours. Quand on leur parle un peu du réseau Défi, peut-être qu'il y a des préjugés qui ressortent en disant que de toute façon, on peut pas. Peut-être qu'ils confondent entre la réduction et l'absence entière de produits phytosanitaires. Mais en fait, quand on regarde un peu ce qu'est les nouvelles pratiques, entre autres chez moi, il y a quand même un allongement des rotations, un effort sur le travail du sol qui est effectué. Donc ils connaissent pas le réseau Défi de par
eux, ils n'ont pas eu la même formation que nous, on a maintenant. Et puis, ça n'existait pas à l'époque. Et du coup, peut-être que, ils font quand même un effort parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Donc, ils cherchent, mais ils ne sont pas intégrés dans le réseau défi. Voilà, ils n'ont pas accès au réseau défi. Vous comptez vous installer? Oui. Qu'est-ce que ça va changer, défi, dans votre façon, dans votre protection des plantes attitude? Comment vous allez protéger vos plantes? Alors déjà, parce que en utilisant déjà les nouvelles alternatives qu'on a vues par rapport au réseau défi, même en classe, parce qu'on a vu d'autres méthodes aussi, et puis parce qu'il faut de toute façon changer, parce qu'on a aussi, nous, des problèmes de résistance qui commencent à apparaître, et que de toute façon, c'est l'avenir. On nous apprend une nouvelle agriculture, comme je disais tout à l'heure, l'agriculture de demain avec autre chose que les produits, les produits phytosanitaires en dernier recours, la lutte chimique en dernier recours. Et ça va changer parce que on peut peut-être prendre plus de risques que nous, si c'est possible. Vous acceptez de prendre le risque économique? Alors, j'accepterais de prendre le risque. Je ne prendrais pas un grand risque économique. J'essaierai de... Si je peux le prendre, je le prendrai. Mais si, sincèrement, je vois que ce n'est pas possible, non, je ne le prendrai pas. Dans les cours, dans la formation qui a été donnée, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, à votre avis, concernant défi, la formation que vous avez reçue? Peut-être en avoir un petit peu plus. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que quand on voit un agriculteur et qu'on peut aller chez lui, c'est nettement mieux. Et... peut-être ça, voilà, je pense que c'est surtout ça, oui. Et quand vous en discutez avec vos amis IE et I, comment ils le perçoivent en général? Est-ce qu'il y a vraiment des gens, quand ils discutent avec vous, disent ça n'a aucun intérêt, ou il y a une perception qui est positive et massive? Il y a peut-être... Franchement, il y a encore des préjugés. Lesquels? Que de toute façon, c'est pas possible, ça sert à rien, pouf, c'est quoi encore ça je sais pas, de toute façon... c'est minoritaire ou c'est majoritaire? Je pense que c'est comme minoritaire maintenant. J'ai fait 2 lycées agricoles avant d'être ici. L'année prochaine, je compte être en école d'ingénieur par alternance. Donc peut-être qu'il y a aussi un changement qui sera fait entre les 2 écoles. Mais j'ai vu déjà en lycée agricole pendant 5 ans, ça a quand même évolué en 5 ans, les mentalités. Vous recherchez une alternance, donc si jamais c'est l'occasion de passer le message. Est-ce que, justement, dans le cas où c'est perçu un peu avec réticence parmi vos amis, est-ce que c'est plutôt quand ce sont des agriculteurs issus, des jeunes issus du secteur agricole, ou peu importe? Surtout des jeunes issus du secteur agricole. Parce que je vois dans la classe, on est une minorité à être issus du milieu agricole. Et dans ma classe, ça va, il n'y a pas trop de réfractaires, même si on se pose quand même des questions parce qu'on voit par rapport à ce qu'on voit maintenant. Par contre, après, dans mes connaissances autres, j'ai vu qu'il y en a qui étaient réfractaires au début et qui ont changé en 5 ans. Et d'autres qui vont changer peut-être parce qu'ils commencent à s'installer. Donc, une fois, je pense qu'on est vraiment face à la réalité des choses. C'est pas comme si c'est papa qui fait encore, quoi. Et quel regard vous portez sur la façon dont les profs perçoivent défi ou la réduction des produits phyto? Les profs sont tout à fait dans cette optique-là, de toute façon. Que ce soit nos professeurs d'agronomie, mes professeurs d'agronomie en BTS, ou même lorsque j'étais en bac scientifique de lycée agricole, on avait déjà, même en terminale scientifique, on a vu l'agroécologie et la possibilité, le réseau défi, on en avait un petit peu parlé. Et aussi, mais de toute façon, mes professeurs d'agronomie, oui, en BTS, il n'y a pas de problème. Marie, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de répondre à vos questions par la suite. Karine Barrière, je rappelle, vous êtes ingénieur réseau framboise à la Chambre d'agriculture de Corrèze. Parmi les nombreuses fonctions que vous occupez, vous intervenez notamment dans le cadre de formation, mais là pour adultes, donc dans des CFPPA, c'est bien ça? Alors oui, c'est tout à fait ça. Ça fait ça fait 10 ans en fait que j'interviens tous les ans dans ce qu'on appelle un UCAR fruits rouges. Alors je suis désolée, j'ai essayé de me rappeler ce que c'était qu'un UCAR. Je n'ai pas retenu la définition, j'y arrive pas. J'ai envie de dire peu importe. Dans l'UCAR fruits rouges, effectivement,
j'ai comme public des gens qui souhaitent s'installer en agriculture et qui, en s'installant, souhaitent mettre en place un atelier fruits rouges. Donc c'est souvent dans le cadre d'un BPREA que j'interviens. Après, dans cette unité, je crois que c'est une unité de capitalisation quelque chose, hein, il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils sont déjà installés et qui veulent créer cet atelier. Donc voilà. Même question, quelle durée, quelle fréquence? Alors c'est une unité qui est proposée tous les ans, c'est une fois par an en fait, où des gens de tout horizon sont réunis, voilà, avec un même objectif. Donc de mémoire, ça doit être sur 15 jours ou un mois. Et moi, je suis sollicitée sur une semaine que j'ai décidé, en fait, avec le temps, de découper, quoi. Les visites de ferme, c'est pas suffisant? Comment vous mettez en œuvre cela? Oui, alors historiquement, et pour situer, donc je suis arrivée, on me demandait d'intervenir, je faisais une journée en salle, je faisais un cours entre guillemets sur la framboise, sur la mûre, sur la groseille, sachant que ce cours était déjà fait. L'intérêt pour les participants, c'était de faire du lien avec les professionnels, donc j'étais la technicienne qui intervenait, donc je faisais un peu plus de technique, je montrais des photos. On me sollicitait pour des visites, donc entre guillemets, on se pointait dans des exploitations. L'exploitant a expliqué pourquoi il faisait cet atelier et comment il faisait, puis on repartait. Et puis un jour, dans le cadre, j'avais décidé d'orienter les visites sur mon réseau défi, et il y a un agriculteur qui m'ont dit « Mais Karine, ils sont bien sympas tes gars là, mais en fait ils viennent chez moi, mais au final je ne sais même pas ce qu'ils ont pensé de ce que je leur ai dit. » Donc c'est pour ça que j'ai changé un petit peu la façon d'intervenir, quoi. Globalement, vous êtes bien accueillis? Ah oui, oui. Alors, contrairement peut-être à d'autres, hein, je ne sais pas si ce sont mes agriculteurs qui sont comme ça ou pas, mais l'enjeu, en fait, d'avoir orienté les visites sur un réseau défi et d'avoir expliqué ce que c'était vraiment le réseau défi aux agriculteurs qui font partie de mon réseau, je ne m'explique pas bien, mais les agriculteurs, en venant dans ce réseau, ils savaient qu'ils devraient partager leur expérience, à la fois leur échec et à la fois leur réussite. Donc oui, systématiquement, je suis bien accueillie. Il y a juste en fait la problématique de l'emploi du temps. En général, l'UCAR est organisé sur avril-mai, donc les agriculteurs sont déjà pour certains en récolte. Du coup, en fait, je tiens compte de leur planning, je leur demande de me proposer des dates et je m'organise avec le CFPPA pour caler toutes les visites. Et il y a même des bio? Oui, oui, alors, donc il y a des bio, j'ai effectivement un agriculteur bio, donc on en a parlé beaucoup depuis hier. J'ai un agriculteur aujourd'hui qui est converti en bio dans mon réseau. Donc ça fait longtemps qu'il pratique bio. Alors c'est d'autant plus important d'avoir quelqu'un comme ça parce que contrairement, on va dire, à ce que certains pourraient penser, les bio traitent aussi. Donc on peut améliorer les pratiques, y compris chez les bio. Et aujourd'hui, en fait, le public que j'ai dans l'UCAR Fruits Rouges, c'est beaucoup de gens qui souhaitent s'installer sur un atelier de fruits rouges bio. Alors ça ne m'empêche pas de les emmener chez des serristes, chez des gens hors sol, parce que j'estime en fait que pour s'installer, il faut avoir connaissance un peu de tout, il faut s'ouvrir, alors il faut ouvrir les œillères, donc voilà. Je leur fais vraiment visiter tous les ateliers. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans ce que vous faites? Alors ce qui ne marche pas, au niveau de la formation, j'ai envie de dire, c'est quand même c'est du vivant, c'est pas des robots que j'ai en face. Et tous les ans, en fait, je dois adapter ma façon de faire. Donc, au début, effectivement, c'était des visites, on repartait. Après, j'ai découvert la co-conception dans le cadre du réseau défi. Ça m'a énormément plu. Donc, j'avais décidé de travailler avec... de leur faire de la co-conception, c'est-à-dire qu'on voyait des systèmes de culture. On se répartissait on définissait les systèmes de culture avec mes apprenants. On travaillait sur ces systèmes de culture. Je faisais revenir l'agriculteur quand il était disponible, et on faisait des propositions d'amélioration. Donc ça me plaisait, c'est pas forcément évident. Et puis un jour, j'ai un groupe qui m'a dit oh, non, moi, hors de question que je travaille sur tel gars, je suis pas du coup d'accord avec ce qu'il propose. Là, j'ai dû m'adapter. Donc je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marcherait pas, c'est de rester figé. Donc on a rebondi, on a quand même travaillé sur qu'est-ce qui t'a pas plu, et toi, tu ferais comment, et donc voilà. Alors, vous avez des fois peut-être l'occasion de les revoir après chez eux, par exemple, à l'occasion. Est-ce qu'ils mettent en application ce que vous leur avez dit ou pas du tout? Alors, je ne les revois pas tous, parce que je travaille quand même dans une chambre départementale. Donc, mon rayon d'action, c'est le département. Et dans cette unité-là,
On a des gens qui viennent d'un peu partout, mais effectivement, ceux qui sont à côté ou qui sont proches, on les côtoie effectivement et on peut les accompagner toujours dans ce qu'ils ont vu. Alors, entre ce qu'on propose et ce qu'on fait, il y a des fois des choses différentes. Encore une fois, on travaille avec des hommes, on travaille avec du vivant, donc on s'adapte. Juste pour un exemple, donc moi j'ai commencé en 2012 mon réseau des filles. Historiquement, c'était un réseau des filles fraises-framboises. En 2016, j'ai proposé en fait à un collègue de prendre un réseau des filles fraises. Moi, je me suis concentrée sur la framboise. Et ben, en fait, dans le réseau des filles fraises, aujourd'hui, il y a une ancienne stagiaire que j'avais eue en UCAR Fruits Rouges. Donc voilà. Voilà, bouquet. Alors, comme là, on a vu le transfert par la formation, à présent, on va voir le transfert vers les autres collectifs et on va accueillir Bérangère Thiel et Lorraine Berthaud-Briard, si elle veut bien nous rejoindre, s'asseoir à côté sous vos applaudissements. Bérangère Thiel, tout d'abord, vous êtes ingénieur réseau en viticulture chez Interbio Franche-Comté, c'est bien ça, si vous voulez bien prendre votre micro. C'est ça. Transférer et faire évoluer les pratiques, ça semble être un travail assez important vers les autres collectifs. Vrai, faux, intox? Oui, c'est du travail. C'est aussi un travail d'anticipation par rapport au projet qu'on met en place, parce que le but des vignerons, c'est-à-dire les vignerons du groupe, ont bien compris qu'eux, ils s'étaient investis dans le défi. Ils prennent donc certains risques en testant des pratiques innovantes. Certains ont fait des investissements. Donc, ils ont envie de communiquer vers leurs collègues les différents travaux qui sont menés. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de trouver des thèmes fédérateurs, de façon à intéresser aussi un maximum de monde dans la profession. Qui est votre public? Un public homogène, hétérogène? Alors, oui et non. C'est-à-dire on sera toujours face à nos collègues proches. Nous, on a fait un gros travail d'échange avec une zone de captage. Donc, c'était très intéressant parce qu'on avait mis un projet en place de A à Z et on les a intégrés petit à petit. Et puis, on a d'autres voies aussi pour faire du transfert. C'est-à-dire, moi j'interviens au niveau d'autres associations de producteurs que j'anime. On travaille aussi, enfin j'ai travaillé avec l'animatrice du groupe 30 000 de mon département. On a des projets pour 2019, donc ça se met en place doucement mais sûrement, parce que c'est un groupe assez récent qui a été créé en 2016. Donc voilà, là on a mis le pied à l'étrier. Échanger avec d'autres groupes, ça permet aussi de voir si peut-être des choses à améliorer, à tirer des enseignements. Oui, c'est très très important l'échange, parce que ça permet aux vignerons de voir au-delà du bout de sa propre parcelle. C'est-à-dire ce qui est important, c'est de se confronter aussi à la vie des autres. Ça nous permet de nous dire si on travaille ou non dans le bon sens et comment on pourrait adapter tout ce qu'on fait au quotidien pour convenir. Et puis cet échange, on l'a eu initialement, nous, pour mettre en place nos projets. C'est-à-dire qu'on a profité de l'expérience d'autres groupes. Donc, c'est très, très important pour les vignerons du groupe de retransférer, en fait, cette expérience. Ça bouclait la boucle, en fait, en quelque sorte. S'il y en a eu un, quel a été votre échec le plus marquant, le plus retentissant, le plus dont vous vous souvenez? Alors, on n'a pas vraiment connu d'échec pour l'instant, tant mieux, j'espère que ça durera. Nous, on est un groupe 100% bio. Donc, c'est vrai qu'au début, il y avait la peur d'être stigmatisé et d'avoir du mal à faire du transfert vers les conventionnels. Donc, le but, c'était de travailler un thème qui permettait de décloisonner un peu les modes de production. Donc, on est parti sur un thème très agronomique, les engrais verts, qu'on a monté du début à la fin, c'est-à-dire les vignerons du groupe se sont rendus vers d'autres vignerons qui s'étaient déjà approprié la pratique. On a monté des formations en agronomie chez nous pour adapter les engrais verts vraiment à nos terroirs. On a monté aussi un atelier paysan pour créer un semoir adapté à notre densité de plantation.
Enfin, on a eu tout un travail de recherche aussi de semences bio et locales. Et puis, petit à petit, dans tout ce travail, on a commencé à intégrer d'autres vignerons qui étaient intéressés par nos pratiques. Alors, il y avait des vignerons qui avaient déjà du matériel, d'autres qui ne l'avaient pas. On a monté une deuxième formation en agronomie en début 2018 où on a eu la chance d'avoir moitié-moitié, c'est-à-dire moitié de vignerons bio, moitié de vignerons conventionnels pour continuer à travailler sur le sujet. Et en fait, le fait de s'approprier comme ça la méthode du début à la fin, ça nous permet d'intégrer les vignerons comme les maillons d'une chaîne, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se positionner où sont leurs propres besoins. Là, il n'y a pas eu d'échec. Pardon ? Il n'y a pas eu d'échec, là, dans ce que vous dites. Pas pour l'instant. Bon, alors tant mieux. Comment être encore plus efficace, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le transfert? Il nous faut déjà du temps parce qu'on est en monoculture pérenne et sur la vigne, on ne pourra pas bouleverser nos modes d'action en quelques mois. Il faut continuer à tester et à évaluer l'efficacité du changement des pratiques de façon concrète. Alors, il existe, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un défi tour. Pourquoi vous trouvez cette démarche intéressante, le défi tour? La démarche du défi tour, en tant qu'animatrice du groupe, j'ai trouvé ça super parce que ça permettait aux vignerons de s'approprier une action de communication. Donc le but du défi tour, en fait, c'était de faire des portes ouvertes chez un membre du groupe défi, mais à l'échelle régionale. Donc il y a eu des portes ouvertes en Lorraine, en Alsace, en Champagne, en Bourgogne et donc dans le Jura. Et le but, c'était de bénéficier d'une grande communication régionale et d'inviter tous les différents acteurs, donc les syndicats, tous nos représentants officiels aussi, à venir sur les parcelles, voir ce que représente Défi, mais surtout ce que représente Défi, comment les vignerons en fait vivent leur appartenance au groupe. Alors, il y avait un effort de communication. Est-ce que les personnes savaient pourquoi ils venaient? Est-ce qu'ils voyaient bien ce qu'était Défi? Oui, en fait, alors il y a des gens qui sont venus par curiosité pour apprendre à connaître Défi. Il y a des gens qui savaient, et comme c'était une animation vraiment du groupe pour faire du transfert vers les collègues, il y avait une émulation quand même. C'était chacun disait à ses voisins, viens, on va faire une animation du groupe. Faut que tu viennes voir ce qu'on a fait, les résultats qu'on a eus. Donc ça, c'était assez impressionnant. On a bénéficié aussi d'une vidéo. Donc, il y a eu plusieurs vidéos. Il y a une vidéo dans le Jura, une en Champagne, une en Bourgogne et une en Alsace. Donc, je vous invite à aller les voir parce que ça montre, c'est vraiment une belle image du travail collectif au sein des groupes. Pendant que vous parliez, on en a vu justement quelques images. On les voit à l'écran. C'était où là, par exemple? Là, c'était dans le Jura, donc à Orbagna. Et la vidéo est un vrai outil justement pour essaimer? Moi, je pense que la vidéo va nous permettre de sortir de nos petites frontières régionales. Et je travaille avec des vignerons qui exportent beaucoup, et ça va pouvoir être vraiment un outil en fait envers les différents intervenants pour leur montrer que Défi c'est concret et que les vignerons les vignerons et les agriculteurs se sont réellement appropriés le projet et le font vivre. Merci beaucoup Bérangère. À vos côtés, Lorraine Berthaud-Briard, ingénieur réseau Grande Culture Défi Ferme en Haute-Marne, et puis aussi au sein de la coopérative EMC2, on aura l'occasion d'en parler. Alors on va en parler de suite. EMC2 a constitué 14 groupes 30 000. Quelles ont été les motivations d'une coopérative comme EMC2 de se lancer là-dedans? Alors moi je suis arrivée à la coopérative il y a bientôt 11 ans et le mot d'ordre c'était déjà produire mieux. Alors dès le départ la coopérative est rentrée dans le réseau Défi, donc on a deux réseaux Défi historiques. On a aussi un site XP Défi. On s'occupe un petit peu aussi de faire de l'animation sur des captages et du suivi sur les captages. Donc voilà, en fait, c'est une vraie demande de nos adhérents de les accompagner dans la réduction des intrants, dans le changement.
on parlait un petit peu ce matin de la prise de risque et enfin voilà, faut garder en tête que c'est des entreprises qui doivent rester quand même rentables et donc du coup, enfin voilà, ils se tournent vers nous. Donc pour répondre à la question, effectivement, on a 14 groupes que nous on appelle les groupes agiles. Parce que pour être tout à fait transparente, on n'a que 11 groupes 30 000. On en a eu 3 qui ont reçu des avis défavorables. Donc voilà, aujourd'hui on a 14 groupes agiles. Ok, 11 sur 14 alors. Comment ont été identifiés les agriculteurs? Est-ce qu'ils doivent payer pour participer? Alors l'identification, en fait, c'est sur la base du volontariat. Enfin voilà, on leur a proposé le projet. Les gens qui voulaient adhérer ont adhéré. Donc aujourd'hui, on a 184 adhérents qui sont rentrés dans les groupes. Donc des groupes de entre 9 et 20 personnes. Certains groupes ont été victimes de leur succès. Voilà, payer la formation, pour aujourd'hui, j'ai pas tout à fait la réponse parce que on a reçu les avis favorables des agences de l'eau ou défavorables, mais on n'a pas encore les conventions dans lesquelles seront notifiés exactement le taux de subvention. Donc, enfin voilà, on a décidé de démarrer quand même les projets parce que le temps agricole étant ce qu'il est, on voulait pas louper la campagne. Donc dès ce mois d'août, là, cette année, on a commencé les projets. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on n'a pas répondu, on a répondu à l'appel à projet qui s'est présenté là, juste avant l'été. Pourquoi on n'a pas répondu à celui d'avant? C'est parce qu'on s'était un peu donné le temps de la réflexion, de savoir comment on allait s'organiser. Sur ce point, on s'est un petit peu, on s'est renseigné auprès de Océalia, une autre coopérative qui nous a beaucoup aidé à construire nos projets. Dans les Charentes. Et voilà, tout à fait. Et donc, du coup, pour ce qui est aujourd'hui du financement, j'allais dire, on a commencé un petit peu à l'aveugle et on ajustera. Alors c'est intéressant, ça veut dire que ça pousse vraiment, qu'il y a une demande qui est forte et que ça va plus vite que le pas de temps administratif, entre guillemets? Tout à fait, c'est une demande qui est très forte. Et puis, nous, on sent ça aussi comme une nouvelle dynamique d'entreprise, en fait. On a décidé voilà, de raccrocher tous les services de la coopérative, de les adosser à ce projet-là. Et donc, tout le monde est partie prenante du projet 30 000. Comment devient-on animateur d'un groupe 30 000? On est formé, ça dure longtemps? Comment ça se Alors, passe? les animateurs des groupes agiles, aujourd'hui, ça va être les techniciens, ce que nous, on appelle les techniciens développement, donc ni plus ni moins que les technico-commerciaux de nos coopératives. Notre coopérative, ça c'est Qui la... vendent des phytos par ailleurs? Bah oui, tout à fait, voilà. Ça c'est une des différences par rapport au réseau défi, parce qu'au réseau défi, c'est... donc moi je suis une IR et j'ai un autre collègue qui est IR également. Nous, on fait partie du service agro-environnement et donc on fonctionne en doublon avec nos techniciens aujourd'hui sur Défi. Et c'est un petit peu une des difficultés qu'on a rencontrées dans Défi. Donc du coup, on a voulu s'affranchir de ça et vraiment impliquer nos techniciens, parce qu'au final, c'est eux que nos adhérents voient au jour le jour. Et donc du coup, voilà, c'était très important de les impliquer là-dedans. Donc ils sont formés, donc ils ont 5-6 jours de mise à jour des connaissances techniques, on appelle ça comme ça. Mais ils ont aussi une formation spécifique à l'animation de groupe, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, ils n'ont pas forcément cette expérience-là. En individuel, ils sont très bons, et en collectif, c'est peut-être la difficulté. Et puis, ben, ils vont suivre tout le processus de formation des adhérents qui sont dans les groupes. Ils sont volontaires, ils sont réticents, ils ont l'impression de se faire harakiri. Comment ça se passe? Les techniciens? Oui. Non, ils sont plutôt volontaires. On ne les a pas obligés. Voilà, ceux qui voulaient y aller, ils sont allés. Après, voilà, chacun, j'allais dire, c'est de l'humain. Chacun fait avec ses capacités, ses possibilités. Moi, je suis là en tant que coordinatrice pour coordonner le projet. Et donc, parfois, je prends peut-être plus la main sur les aspects collectifs et mon collègue sur les aspects individuels. Et parfois, moi, je m'efface parce que le technicien est très à l'aise avec la gestion du collectif. C'est de la gestion au cas par cas. Il y a plusieurs thématiques. Comment un agriculteur choisit plutôt celle-ci que celle-là? Ah oui, alors les thématiques, elles ont été identifiées à la première réunion qu'on a fait de groupe, en fait. On a fait ressortir avec des techniques que je me suis inspirée, qu'on utilise dans Défi, au final. Donc du coup, voilà, les grandes thématiques ont été décidées par les agriculteurs. Il y a souvent plusieurs thématiques qui ressortent dans les groupes. On retrouve, j'allais dire, un incontournable qui est l'allongement de la rotation. On nous attend beaucoup là-dessus, sur trouver des nouveaux débouchés. On parle aussi des herbages mécaniques et de thématiques que nous, on n'avait pas l'habitude d'aborder, comme l'agriculture de conservation ou encore la méthanisation. Ça, c'est des sujets qui émergent. On n'en parlait pas du tout dans Défi. Et là, nos adhérents sont très demandeurs sur ces sujets-là. Alors, travail mécanique, je vois le lien. Méthanisation, un peu moins. Avec le sujet de réduction des phytos. Ouais.
Ouais, méthanisation, parce qu'il ne faut pas aborder... nous, on aborde ça dans l'optique de pouvoir éventuellement intégrer des prairies temporaires dans des rotations céréalières. En fait, d'avoir un débouché qui permette de valoriser des productions aujourd'hui qui n'existent pas. Donc voilà, pourquoi pas produire des cultures énergétiques. De pouvoir peut-être avoir la souplesse aussi de se dire, je vais être peut-être un peu plus léger sur un désherbage. Et puis, si ça ne marche pas, j'ai toujours cette opportunité-là d'aller passer ma céréale dans la méthanisation. Et pour conclure, quels enseignements vous tirez de défis justement dans la mise en œuvre de ces groupes 30 000 ? Oui, alors donc du coup, on a pas mal, on a essayé de faire un petit bilan sur ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien dans Défi pour pouvoir les transposer, surtout le côté bien, dans les 30 000. Alors, à la différence de dans Défi, où c'est des réseaux qui sont départementaux, donc les exploitations, elles sont parfois éloignées de 1h30 de route, on va dire, pour simplifier. Là, dans les groupes agiles, c'est vraiment l'aspect local qui a été primordial. Donc du coup, les exploitants, ils sont entre voisins, en gros, pour simplifier. Donc du coup, ça nous permet de les réunir peut-être plus facilement, parce que quand un agriculteur doit se libérer déjà, il a 1h30 de route pour venir à la réunion, c'est pas simple. Donc là, ça nous laisse un petit peu plus de souplesse. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'impliquer les techniciens, ils y étaient presque beaucoup moins dans Défi. Et donc du coup, ça permet aussi de les impliquer un peu plus que ce qui se faisait jusque maintenant. Voilà. Merci beaucoup Lorraine. Alors vous voyez, on a un plateau Avec très plaisir. féminin. On va rompre cela avec Pascal Boucaud qui nous rejoint, qui est directeur végétal de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, suivi de Catherine Sapin, directrice de l'unité régionale Astrédor Sud-Ouest. Si vous voulez bien vous asseoir. Et on passe à la partie transfert, et le fait d'essaimer vers d'autres structures. Pascal Boucaud, donc je le rappelle, vous venez de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, et c'est vrai qu'en Pays de la Loire, vous avez un grand nombre de productions, combien ? Différentes. Je ne sais pas. On peut dire plutôt ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas de bananes, je crois. On ne fait pas d'oranges, des choses comme ça. Mais on fait à peu près de tout, oui. Et c'est facile de conduire des groupes défis avec toutes ces productions, de la pomme en passant jusqu'à la grande culture ? Alors, il y a une diversité de production, donc une diversité de filières, et effectivement, on a des groupes. Alors, ça a été évoqué ce matin. Ce qui fédère les groupes, c'est un petit peu le projet commun et la filière pour commencer. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que quand on est dans des filières avec une seule production, je pense à la viticulture, une seule plante, ou en arboriculture, on est sur quelque chose qui est sans doute plus facile à cadrer en termes de projet et de progrès que quand on est à l'autre bout du curseur avec des maraîchers, par exemple, qui font de la vente directe avec de multiples culture, où là, le projet est plus compliqué en fait à monter et l'animation du groupe est aussi demande plus d'investissement. Alors je rappelle, vous êtes directeur végétal à la Chambre d'agriculture. Comment vous faites votre casting ? Comment vous choisissez, quelles sont les bonnes qualités requises pour un ingénieur défi ? Alors, on a commencé très tôt sur Défi, dès la préfiguration, à construire des groupes. Et assez vite, donc la tendance initiale, c'est plutôt de dire on va mettre quelqu'un qui a plutôt une expertise technique et puis qui fera de l'animation de groupe. Et on a rééquilibré ça depuis en disant on a besoin de gens qui sont quand même très à l'écoute, donc en capacité de ne pas ramener une réponse d'expert, mais plutôt de faire travailler le groupe, de faire cheminer. Et donc qu'il y ait effectivement une certaine expertise, qu'ils sachent de quoi ils parlent, ça c'est nécessaire, mais c'est peut-être moins fondamental qu'on avait cru au départ. Donc aujourd'hui, dans l'animation, on essaie de travailler ces profils-là. Alors bon, voilà. Mais ça peut changer selon les groupes, il peut y avoir des qualités plus particulières dans certains cas que dans d'autres. Pardon. C'est-à-dire, est-ce que cette qualité d'écoute, bon ok, c'est le point général, mais est-ce qu'il y a des qualités des fois plus précises à aller rechercher selon les groupes ? Alors ça va être effectivement différent selon les groupes, mais ça reste quand même quelque chose de très important, cet aspect d'accompagner les agriculteurs dans leur démarche. Et donc vraiment de construire le projet avec eux et d'avancer là-dessus. Donc c'est vrai que derrière ça, on fait avec les moyens du bord, avec les gens qu'on a, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux compétences et aux sensibilités de chacun. C'est vrai qu'aussi Défi, plus ou moins fait aussi dans les différentes structures, c'est aussi le moyen d'asseoir une partie de l'activité d'un conseiller, de le faire aussi grimper en compétences techniques et d'animation. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qui compte. Et puis derrière, c'est la capacité qu'il a à communiquer, donc lui en tant qu'animateur de réseau, et puis à entraîner ses agriculteurs dans cette démarche-là.
Est-ce que les équipes défis enrichissent les équipes de la Chambre d'agriculture sur des activités plus traditionnelles? Et en quoi? Alors, je ne sais plus trop ce que c'est qu'une activité traditionnelle en chambre d'agriculture aujourd'hui, parce que ça bouge beaucoup. Historiquement, on était relativement peu investi dans le conseil individuel et particulièrement en phyto. Donc, on a toujours fait un petit peu en agronomie grande culture, mais pas énormément. Beaucoup plus dans un végétal spécialisé, en particulier en maraîchage et en viticulture, pour ce qui concerne la Chambre des Pays de la Loire. Et donc, du coup, dans la façon dont on travaille, les groupes ont toujours quand même été un levier important. Les groupes et puis la formation. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est de bien faire travailler en termes de méthodo, en fait, d'avoir des outils un petit peu communs, y compris donc de valoriser des outils de défi dans d'autres animations de groupe. Et par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent, nous, on a plutôt un regain d'intérêt pour les groupes dans nos publics d'agriculteurs. Et aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui est ascendant en termes de dynamique. Vous n'allez pas quand même jusqu'à utiliser les ingénieurs défis pour former d'autres techniciens? Non, pas spécialement. Par contre, on va les faire intervenir à certains moments, soit dans des formations, soit dans d'autres groupes, parce qu'ils ont une capacité, enfin en tout cas une compétence spécifique. D'accord. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, Catherine Sapin, directrice de l'unité régionale Astrédor Sud-Ouest. Aujourd'hui, comment vous participez à la démarche des filles et auprès de qui? En tant que structure. Hein. En tant que D'accord. structure. Hein. Okay. Donc on participe sur la filière horticole, sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, auprès donc des horticulteurs, des pépiniéristes. Hein, donc on participe en travaillant sur des programmes d'expérimentation, de défis fermes et après de diffusion de résultats. Donc on retrouve un petit peu nos métiers qui étaient expérimentation, conseil technique et diffusion, transfert. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge vraiment dans votre secteur? Oui, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Le nombre d'horticulteurs et de pépiniéristes engagés. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouge à deux niveaux. Ça bouge au niveau des équipes. Le sketch de ce matin, en 2012, moi je l'ai vécu en tant que directrice. Vous aviez les mêmes. Ah oui. Bon, on est une équipe de 14, c'était vraiment flagrant. Je me suis retrouvée un vrai feedback. Et après, au niveau des horticulteurs, pour vous donner quelques chiffres, on a quand même sur la grande région sud-ouest 700 entreprises horticoles. On en a 100 qui sont entre les deux groupes défis fermes et les 4 groupes 30 000. Hein, donc, et après, les autres conseillers qui font du conseil individuel, petit à petit, intègrent les animations de groupe et les réunions collectives. C'est le grand plus et la grande nouvelle. Si je mets de côté, pourtant c'est pas rien, toute la difficulté qu'on a eue en expérimentation avec l'approche système. Alors, ça bouge, mais il y a encore des freins. Lesquels, par exemple? Est-ce que vous en isolez vraiment des blocages? Le temps que ça prend dans la capitalisation, ça c'est important. Quelques échecs d'entreprise ou en expé, et surtout ne pas savoir les expliquer, toujours. Hein, donc le manque, encore hier, quelqu'un l'a très bien expliqué, beaucoup mieux que ce que je le fais là, le fait qu'on a des résultats empiriques, on observe. Hein, on voit que ça marche ou que ça ne marche pas, on approche un peu, mais on ne sait pas toujours le pourquoi du comment et ce n'est pas toujours reproductible. Et ça, c'est un vrai souci pour nous, en termes de frein. Et la disponibilité, quand même. Des filles, des fois, on défriche. Ça permet de travailler en réseau, de partager, d'échanger? Terriblement. Sur une filière comme la nôtre, qui est une petite filière spécialisée, le fait d'être en défi, ça nous a permis d'avoir des liens avec la Chambre d'agriculture sur la fraise, sur des ravageurs communs. Et il va y avoir aussi une réunion qui va être organisée le 14 février avec toutes les cultures spécialisées qui sont dans défi. Et d'avoir des liens aussi, une visibilité un peu autre, en tout cas d'autres types de relations avec nos partenaires, que ce soit la Chambre d'agriculture ou l'administration avec la DRAF, qui nous ont beaucoup soutenus dans ces démarches. Une des caractéristiques de votre secteur, c'est d'employer quand même beaucoup de personnel. Vous avez toujours comme interlocuteur le chef d'entreprise ou aussi le salarié en direct? Comment ça se passe? On a tout le monde. Donc, si vous voulez, on a démarré il y a déjà plus de 20 ans en protection biologique intégrée, parce que globalement, dans notre secteur, ça a été dit déjà depuis 2 jours, mais je répète, en horticulture, la protection sanitaire en serre, c'est fondamental. C'est le plus gros souci. Bon, en pépinière, c'est plutôt le désherbage.
Donc à partir de là, avec beaucoup de main-d'œuvre, avec des petites mains, au début, dans les réunions des filles, et encore maintenant, dans les réunions, il a déjà fallu engager le chef d'entreprise pour qu'il y ait une volonté, pour qu'il y ait une direction, pour qu'il y ait une décision et qu'il y ait du temps libéré pour ça. Après, il y a les chefs de culture qui viennent beaucoup, qui sont très présents. Et quand on veut mettre en place un suivi sanitaire rapproché, il faut que ce soit le personnel qui est au jour le jour sur la plante avec toutes les opérations manuelles. Hier dans la vidéo, vous avez vu Pierre, ça coupe, ça fait du cutting, c'est très proche de la plante dans un monde de cercle. Et donc à partir de là, on a fait beaucoup de formations actions sur la reconnaissance des maladies, des ravageurs, sur ce qu'était la PBI, comment l'utiliser, et on les valorise. Et dans beaucoup d'entreprises, ça a été valorisé comme étant un facteur clé de réussite. Voilà. J'en suis très heureuse, moi. On a vu comment essaimer au travers de la formation vers les autres structures, vers les autres groupes aussi. Comment aujourd'hui il vous semble important justement de développer une capacité à essaimer supérieure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour porter ce message de façon plus efficace? Il y a 2 niveaux. Il y a par rapport aux producteurs, je dirais que là, il y a un lien très important qui s'est lié entre l'expérimentateur, le conseiller et le producteur, où le producteur est revenu au centre du débat. Et pour essaimer davantage, il n'y a pas mieux que de rencontrer tout le monde, d'inviter à toutes les journées portes ouvertes, d'inviter large. Après, au niveau des structures, pour essaimer davantage, je pense qu'il y a une vraie volonté et un vrai enthousiasme déjà du conseil d'administration, qui est quelques échecs, il faut les dépasser, c'est certain, et qui est aussi des producteurs un peu leaders qui nous motivent, et qu'on n'oublie pas qu'elle est, en tout cas dans une structure comme la nôtre, et je pense quand même aussi chez des fournisseurs et chez d'autres partenaires, le cœur de notre métier, notre raison de bosser, c'est qu'il y ait une production horticole qui se développe dans des entreprises qui aient de la rentabilité, dans des conditions acceptables pour tout le monde, avec le moins de nuisances, entre guillemets, à côté. Merci beaucoup. C'est à vous à présent à poser les questions. On va prendre les micros, mais je demande déjà à Émeric. Émeric, la première question. Alors avant, déjà une petite remarque, quelqu'un qui dit que tant qu'il y a des abeilles, le réseau des filles, il faut qu'il continue à essaimer. Enfin, il essaimera tant qu'il y a des abeilles. Bon, c'est une remarque. Voilà. Alors pour Marion, une première question qui consiste à demander comment s'est mis en place le partenariat avec le BTS. Qui a pris contact? Marion, le partenariat avec vous avez dit? Avec le BDS. Enfin, Alors, je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. Moi, je suis arrivée sur mon poste il y a 1 an et c'était déjà mis en place. Ça fait déjà, à mon avis, plus de 5 ans qu'il y a ce partenariat-là. Mais je pense que ça a été sûrement une démarche de la structure pour proposer ce genre de partenariat. Bon, deuxième question. Alors, une autre question sur la formation, savoir si dans les programmes, ça allait jusqu'à des éléments qui traitent du système d'exploitation dans les modules d'enseignement. Et finalement, est-ce que l'ingénieur réseau, est-ce qu'on peut l'apparenter à un conseiller d'entreprise à terme, en quelque sorte? Alors, concernant la formation sur le module, c'est déjà d'une part sur la notion de système de culture qu'on doit intervenir et qui est demandé au programme. Et il y a également tout ce qui est présentation du réseau défi qui est demandé. Après, si j'ai bien compris, la deuxième partie de la question... Oui, si vous pouvez redire la seconde partie. Tel que ça a été formulé, c'est finalement ingénieur réseau et conseiller d'entreprise. Quel est le lien? Oui, est-ce que ça va être Pour moi, il n'y en a pas vraiment. Moi, je ne suis pas conseillère, je suis animatrice de groupe et je ne donne pas de conseils. Donc, conseiller dans l'entreprise, je n'irai pas jusque-là, non. Pascal Boucaud a pris le micro, c'est pour parler. Non, parce que juste, je voulais tenter une réponse complémentaire. C'est pour moi, alors la logique pour nous d'animateurs des filles, c'est aussi qu'il ait un peu l'interface entre le groupe et les besoins du groupe.
Alors c'est vrai que ça, on va le travailler plus ou moins, sans doute selon aussi les productions. Je pense qu'en polyculture, élevage, sur des systèmes qui sont assez diversifiés, ça va être plus le rôle d'un vrai conseiller d'entreprise à aller là-dessus. Je vois en viticulture, on a eu des approches coûts de production assez avancées. Et là, du coup, effectivement, dans la coloration de l'ingénieur réseau, elle prend un petit peu de coloration conseiller d'entreprise. Mais de toute façon, alors c'est la chance aussi dans nos structures, c'est qu'on a plusieurs compétences. Donc l'idée aussi, c'est de s'entourer ou de s'appuyer, ça a été évoqué ce matin, sur les compétences qui sont là. Aymeric, une autre question? Alors d'autres questions sur les groupes 30 000 du coup. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe 30 000? Comment mobilise-t-on des agriculteurs dans ces groupes? Et quelles sont les différences entre un groupe 30 000 et un groupe défi? Alors je pense que la personne qui a posé la question n'a pas suivi votre explication. Un petit résumé alors, sur tout ça. La différence. Alors, groupe 30 000, déjà, c'est un projet, c'est sur l'agriculteur, il s'engage sur 3 ans. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait dans Défi pour pouvoir diffuser, j'allais dire, la réduction des produits phytosanitaires plus rapidement. Enfin, voilà, de profiter de tous les résultats qui sont dans Défi depuis 2010. Voilà. Après, comment on les mobilise on mobilise les agriculteurs là-dessus. Comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en fait, ça a été une visite en tête-à-tête avec le technicien. Il a proposé ça à ses adhérents et ceux qui étaient partants se sont inscrits dans le groupe. L'engagement, comme je l'ai dit, il est sur 3 ans. La contrepartie, c'est quand même de fournir un minimum d'indicateurs. Donc, on va rester encore sur des calculs d'IFT. Pour nous, notre part, ça s'arrête là. C'est quand même plus light que ce qu'on peut avoir dans Défi, les indicateurs qu'on nous demande. Par contre, nos adhérents sont quand même en attente d'indicateurs, tout ce qui va être économique et social. C'est des choses sur lesquelles on est attendu. Donc, voilà. Aymeric. Encore une question pour Bérangère qui demande est-ce que Laval était invité au Défi Tour, à son Défi Tour, et finalement avec quelle contribution? Laval de la filière. Non, pas forcément. Ça se travaille plus après quand on travaille justement avec la zone de captage. Ça nous permet de voir quels sont les freins, les blocages des vignerons en fonction de leur mode de valorisation de leurs produits. Est-ce que ça vous semble judicieux d'impliquer Laval? Ça pourrait éventuellement l'être, c'est-à-dire que dans le cadre de notre groupe, c'est pas un problème, c'est pas une question qu'on s'est posée parce qu'on n'a que des producteurs qui valorisent en bouteille. Par contre, c'est une question qu'on se pose depuis quelques mois puisqu'on travaille avec d'autres vignerons et certains valorisent en coopérative, d'autres au négoce. Enfin, il y a différents systèmes et on se rend compte que c'est souvent, les freins sont souvent entre guillemets psycho-économiques, c'est-à-dire ils s'interdisent de tester de nouvelles pratiques parce que leurs produits sont assez peu valorisés et ils ont peur justement de faire des investissements ou de partir dans un autre mode de production parce qu'ils n'ont pas forcément l'impression d'être soutenus par leur propre filière. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose à creuser à terme. Aymeric. Alors là, plus sur la question des sémages, une série de questions comment le conseil Défi transpire vers le conseil assuré par d'autres structures. Également, comment étendre les pratiques Défi vers d'autres agriculteurs. Et est-ce qu'il y a une communication qui est faite vers le public non agricole? Comment communique-t-on vers le public non agricole? Qui souhaite répondre? Je vais essayer de tenter une réponse sur, effectivement, donc, la première, c'est d'autres agriculteurs. Donc ça, c'est clairement, pour nous, dans le cahier des charges de Défi au départ. Et donc, on s'appuie, nous, sur les groupes Défi pour faire la communication. En fait, il y avait une question quand on avait préparé, c'était est-ce qu'on fait du défi subliminal? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a une ambiguïté avec ça. C'est qu'on essaye le défi, de le valoriser de plus en plus, le plus possible plutôt. On n'en parle pas toujours beaucoup, y compris quand on recrute de nouveaux groupes 30 000 ou autres, on ne fait pas forcément l'accent sur l'aspect défi, éco-phyto, etc. parce que ce qu'on veut privilégier, c'est la démarche. Mais c'est toujours présent, en fait, dans nos actions de communication. Donc, les actions qu'on conduit chez nous par rapport à ça, elles sont assez importantes. Si je rebondis sur l'exemple qui était pris sur la viticulture, nous, on a constitué un groupe Défi autour d'une demande de coopérative
qui justement a vu ce qui se faisait dans Défi et qui voulait pouvoir faire la même chose pour le faire essaimer au sein de son périmètre de producteur. Et aujourd'hui, on est sur une logique où il y a un groupe Défi qui travaille des choses spécifiques en lien avec le cahier des charges de l'appellation et qui derrière va pouvoir éventuellement même se développer sur des groupes 30 000. Donc on est sur quelque chose, alors là bon, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu idéal par rapport à la démarche. Et ce que je voulais dire aussi sur 30 000, c'est qu'on a un défi important là, alors du coup pas PH, FI, parce que la logique de faire le facteur 10 aujourd'hui, ça nous conduirait par exemple en Pays de la Loire où il y a 25 groupes défis à avoir donc 250 groupes et donc 2500 agriculteurs. Voilà. Rien que pour la chambre d'agriculture, ça ferait 150 groupes. Donc on est dans cette logique-là aujourd'hui où on se dit, ben, effectivement, il faut faire essaimer la démarche. On ne va pas forcément toujours la faire essaimer sous le titre ou dans le, comment dire, dans le périmètre Ecophyto 30 000 défis. On va aussi sans doute la faire essaimer dans des groupes qui étaient déjà existants en continuant de faire ce qu'on faisait jusqu'ici, c'est-à-dire de transférer les techniques qu'on a pu acquérir dans les groupes défis. Émeric, s'il y a encore des questions. Oui, oui. Alors, comment et où sont disponibles les résultats de défis? Et puis, il y a des questions autour de la communication. Est-ce qu'il y a des actions de communication qui sont... alors, attendez, je vais reprendre la question. L'aspect communication vers l'extérieur est-il pris en compte dans l'animation du groupe? À qui sont destinés les films, par exemple, de présentation? Oui, pour la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, notamment. Allez-y. Vous m'excuserez, je ne sais pas exactement où sera diffusée la vidéo. Je sais qu'il y aura des relais sur Internet, sur Facebook, donc j'espère qu'elles vont tourner au maximum. Après, au niveau du cahier des charges défis, on a des actions de com à mettre en place. Et alors, je peux parler que pour mon groupe. On essaye de communiquer donc aux autres producteurs, comme je l'ai expliqué, mais on n'a pas vraiment de limite. Ça peut être... un article dans un journal, ça peut être une présentation vers un autre groupe de vignerons. Ou, on essaye de travailler aussi en transversal avec des producteurs de semences, donc on est amené à rencontrer des céréaliers et à parler de notre travail. Moi personnellement, au niveau de la com, on va dire que Défi, c'est un peu mon moteur. Et peu importe ce que je fais à côté de Défi, j'essaye de valoriser ce travail quasi systématiquement. Oui, allez-y. Je vais peut-être compléter sur la communication. Effectivement, on a un cahier des charges au niveau Défi qui nous demande de communiquer, mais on nous demande de communiquer vers tous les publics. Donc effectivement, le public agricole, c'est celui, par exemple, quand on est en chambre d'agriculture, qu'on va bien connaître. Ceux qui vont s'installer, c'est aussi notre futur public, quelque part. Mais on intervient aussi dans les lycées, donc de façon peut-être un peu différente, mais voilà, on communique vers les lycéens et on communique aussi vers le grand public. Donc la communication vers le grand public, ça peut être effectivement des articles de presse, des choses comme ça, mais c'est aussi la tenue de stand quand il y a des fêtes locales, des choses comme ça. Enfin, voilà, on est présent et on explique ce qu'on fait et on essaye aussi de transférer au grand public ce que eux peuvent faire à leur niveau. Donc pour la framboise, ben dans les jardins, quoi, tout simplement. C'est l'occasion. Émeric. Oui, alors une petite série de questions sur comment est-ce que les lycées agricoles font partie de Défi? Peut-on, voilà, font-ils partie de Défi, y compris du réseau XP? Et comment intégrer un réseau Défi? Il y a des questions autour de ça finalement. Intéressant. Alors concernant les lycées agricoles, oui, il y en a qui font évidemment partie des réseaux défis. Sur le plan XP? Et sur le plan XP. Et sur le plan ferme. Et sur le plan ferme. Et comment on fait? Après, la question c'était en tant qu'agriculteur, en tant que lycée, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut se rapprocher d'un ingénieur réseau ou d'un membre du réseau défi et puis pour voir quel réseau peut être intégré, à quel réseau peut être intégré le volontaire, quoi. D'accord. Allez-y, Virginie. Oui, je peux peut-être apporter quelques compléments donc sur les lycées agricoles. Alors effectivement, en fait, il avait été demandé dans le cadre du plan Ecophyto 2 notamment que Défi s'articule avec l'enseignement agricole. Et donc à ce titre, les exploitations de l'ensemble des lycées agricoles de France ont été appelées à rejoindre le réseau Défi. Et c'est le cas actuellement. Il y a un peu plus de 120 lycées agricoles qui sont donc membres du réseau Défi.
Et de même, d'ailleurs, pour le réseau XP, parce qu'il y a certains lycées agricoles qui ont intégré le réseau XP à travers des projets d'expérimentation. Et donc sur la question, effectivement, il y a eu plusieurs questions sur comment un agriculteur aujourd'hui peut intégrer le réseau défi. Donc il n'est pas... disons qu'il est possible pour un agriculteur d'intégrer le réseau défi, mais de l'intégrer à travers un groupe existant. Voilà. Donc un agriculteur ne peut pas comme ça intégrer le réseau sans intégrer un groupe existant. Alors il faut quand même savoir que l'intérêt de ces groupes, c'est de pouvoir aussi suivre des évolutions. Donc on essaye quand même d'avoir un suivi sur le long terme, donc c'est au moins 3 ans, 5 ans si possible. Et puis de fait, les agriculteurs qui sont membres des groupes, en général, restent, partent pas. On essaie aussi de garder un effectif cible de 10 à 12 agriculteurs par groupe. Donc il y a des places pour intégrer les groupes défis. Il n'y en a plus tant que ça, parce qu'il n'est pas forcément prévu d'élargir encore plus le réseau défis. Mais ceci dit, je pense, et là c'est tout l'intérêt des groupes 30 000 et de ce que le réseau défi peut aussi apporter au groupe 30 000, il faut surtout, je pense, inciter les agriculteurs qui le souhaitent à rejoindre toutes ces dynamiques, tous ces collectifs autour de la réduction des pesticides, et notamment les groupes 30 000. Merci beaucoup Marion Poussin, Marie Courceau, Karine Barrière, Bérangère Thiel, Lorraine Berthaud-Briard, Pascal Boucaud et Catherine Sapin. On vous applaudit et on vous remercie d'être venus témoigner.